Chapitre 12. Dans la forêt, c'était horrible. J'ai dit, ou peut-être ai-je omis de dire, car ces temps-ci ma mémoire me joue des tours, que je rayonnais de fierté lorsque des hommes aussi exceptionnels que mes 3 camarades me remercièrent d'avoir sauvé, ou du moins d'avoir grandement amélioré la situation. Étant le benjamin de l'équipe, ce n'était pas seulement une question d'âge, mais aussi d'expérience, de caractère et de connaissance. J'avais été relégué au second plan depuis le début. Et maintenant, on reconnaissait mes mérites. Cette idée me réchauffait le cœur. Hélas, ce n'était que le triomphe avant la chute. Cette petite lueur d'autosatisfaction, à laquelle s'ajoutait un regain de confiance en soi, devait se terminer cette nuit même par la plus horrible expérience de ma vie, et me causer un choc qui me rend malade, rien que d'y penser. Voilà comment c'est arrivé. Mon aventure sur l'arbre m'avait enthousiasmé outre mesure, et je n'arrivais pas à dormir. Summerlee montait la garde assis près du feu, sa silhouette particulière, anguleuse, penchée vers les flammes, sa carabine posée sur les genoux et sa barbiche se redressant de temps à autre d'un coup sec. Silencieux, Lord John était allongé, enveloppé dans son poncho sud-américain, tandis que la forêt grondait et crépitait sous les ronflements de Challenger. La pleine lune resplendissait et l'air frais était vif, une nuit idéale pour une promenade. Et tout à coup j'eus cette idée. Pourquoi pas? Supposons que je m'éclipse discrètement. Supposons que j'aille jusqu'au lac central. Supposons que je revienne pour le petit déjeuner avec des informations sur cet endroit. Dans ces conditions, ne serais-je pas considéré comme un partenaire encore plus valable? Ensuite, si le point de vue de Summerlee l'emportait, et si on trouvait un moyen de s'échapper d'ici, nous retournerions à Londres avec un savoir de première main sur ce mystère qui résidait au cœur du plateau, là où j'aurais été le seul à m'aventurer. Je repensais à Gladys, avec son « Le monde est rempli d'exploits ». J'avais l'impression d'entendre sa voix quand elle avait dit cela. Je pensais aussi à McArdle. Quel article sur 3 colonnes cela ferait dans le journal? Voilà de quoi asseoir une carrière. Je pourrais briguer un poste de correspondant lors d'une prochaine grande guerre. J'attrapai un fusil. Mes poches étaient remplies de cartouches. Et soulevant les buissons épineux à la porte de notre palissade, je me glissai rapidement à l'extérieur. J'eus un dernier aperçu de Summerlee, plongé dans l'inconscience, sentinelle dérisoire, dodelinant comme un étrange jouet mécanique face aux braises du foyer. Je n'avais pas plutôt fait 100 mètres que déjà, je regrettais amèrement mon imprudence. Je crois avoir mentionné dans cette chronique que j'ai beaucoup trop d'imagination pour être courageux, mais que je suis terrifié à l'idée de passer pour un lâche. À ce moment-là, c'était cette peur qui me poussait en avant. J'étais tout bonnement incapable de revenir sans avoir rien tenté. Même si mes camarades ne se rendraient pas compte de mon absence et ne sauraient rien de ma faiblesse, tout au fond de moi, je garderais un sentiment de honte insupportable. Et malgré cela, je frissonnais en pensant à la situation dans laquelle je m'étais mis, et à cet instant, j'aurais donné tout ce que je possédais pour me tirer de ce mauvais pas la tête haute. Dans la forêt, c'était horrible. Les arbres étaient si serrés et leur feuillage si abondant que la lumière de la lune n'était visible qu'à travers le fouillis des hautes branches, tel un filigrane posé sur le ciel étoilé. Au fur et à mesure que les yeux s'accoutumaient à l'obscurité, on se rendait compte que la forêt présentait toutes sortes de nuances dans le noir. À certains endroits, elle était d'un gris presque flou, alors qu'à d'autres, des flaques charbonneuses évoquaient l'entrée béante de cavernes dont je m'éloignais avec horreur. Je pensais aux cris de désespoir de l'iguanodon torturé, ce hurlement horrible qui résonnait à travers bois. Je repensais aussi à ce que j'avais aperçu dans la lumière de la torche de Lord John, ce museau bouffi, couvert de verrues, dégoûtant de bave sanguinolente. À ce moment précis, j'étais sur son terrain de chasse. N'importe quand, il pouvait bondir sur moi depuis l'obscurité. Ce monstre horrible qui n'avait pas de nom. Je m'arrêtai, puis, prenant une cartouche dans ma poche, j'ouvris la culasse de mon fusil. En touchant le levier, mon cœur fit un bond. J'avais pris le fusil de chasse au lieu de la carabine. De nouveau, l'impulsion de faire demi-tour m'envahit. Je tenais là, sans aucun doute, une excellente raison pour justifier mon échec. Avec une telle excuse, je ne baisserais dans l'estime de personne. Mais, une fois de plus, ma fierté insensée vint à bout de cet argument. Je ne pouvais pas, je ne devais pas échouer. Après tout, ma carabine aurait été aussi inutile qu'un fusil de chasse contre les dangers qui me guettaient. Si je rentrais au campement pour changer d'arme, il y avait peu de chances que je puisse entrer et ressortir sans être vu. Dans ce cas-là, il faudrait s'expliquer et mon entreprise ne serait plus seulement la mienne. Alors, après une légère hésitation, je pris mon courage à 2 mains et je poursuivis ma route avec mon fusil inutile sous le bras. L'obscurité de la forêt avait été inquiétante, mais le flot blanchâtre et figé de la clarté lunaire fut encore pire,
dans l'espace découvert de la prairie des iguanodons. Caché dans les buissons, je l'inspectais du regard. Aucune des grandes brutes n'était en vue. Peut-être que la tragédie qui s'était abattue sur l'un d'entre eux les avait chassés de leur pâturage. Dans la nuit brumeuse, argentée, je ne pouvais discerner aucun signe d'une présence vivante. Par conséquent, reprenant courage, je traversai la prairie à toute vitesse, et une fois dans la jungle, de l'autre côté, je retrouvai le ruisseau qui était mon guide. C'était un joyeux compagnon dont la course était ponctuée de rires et de murmures, comme ce cher vieux ruisseau de mon enfance, là-bas dans le West Country, où je pêchais des truites à la nuit tombée. Aussi longtemps que je suivrais le cours d'eau, j'arriverais au lac, et si je le longeais en sens inverse, je me retrouverais au campement. Souvent je le perdais de vue pour contourner les broussailles, mais j'étais toujours à portée d'oreille de ses gargouillis et de ses clapotements. En descendant la pente, la végétation devint plus clairsemée, et les buissons, au milieu de quelques arbres, remplacèrent la forêt. Par conséquent, j'avançai rapidement, et je pouvais voir sans être vu. Je passai près du marais des ptérodactyles, et tandis que je me hâtais, un battement sec, un bruit de cuir frappé à toute volée, retentit, et l'une de ces énormes créatures, elle faisait au moins 7 mètres d'envergure, jaillit de l'ombre et s'envola dans les airs. Lorsqu'elle passa devant la lune, la lumière brilla clairement à travers les ailes membraneuses, et l'on aurait dit un squelette volant dans la blancheur tropicale éclatante. Je m'accroupis derrière les buissons, car je savais d'expérience qu'avec un simple cri, la créature pouvait rameuter une centaine de ces répugnants congénères qui se jetteraient alors sur moi. J'attendis que le calme revienne, puis j'osai reprendre ma marche silencieuse. La nuit était très calme, mais tandis que j'avançais, je perçus un bruit, grave, comme un grondement, une rumeur continuelle quelque part devant moi. C'était de plus en plus fort, jusqu'à ce que je l'entendisse clairement, tout près de moi. Lorsque je me tenais immobile, le son était constant, si bien que cela devait venir d'un point fixe. C'était comme de l'eau qui bout dans une casserole ou une gigantesque marmite. J'arrivai rapidement à la source du bruit, et au centre d'une clairière, je trouvai un lac, ou plutôt une mare, car ce n'était pas plus grand que le bassin de la fontaine de Trafalgar Square, rempli d'une substance noire, comme de la poix, qui gonflait, se creusait sous l'action de grosses bulles de gaz qui venaient crever à sa surface. Au-dessus, l'air ondulait sous la chaleur, et le sol tout autour était si chaud que c'est à peine si je puis y poser la main. Il était clair que l'énorme éruption volcanique qui avait soulevé cet étrange plateau, tant d'années auparavant, n'avait pas totalement épuisé ses forces. J'avais déjà entreaperçu des roches noircies et des monticules de lave, drapés de végétation luxuriante, mais cette mare d'asphalte au milieu de la jungle était le premier signe d'une activité volcanique réelle sur les pentes de l'ancien cratère. Je n'avais pas le temps de l'examiner davantage si je voulais être de retour au campement dans la matinée. Ce fut une promenade effrayante, que je ne pourrai jamais oublier. Je me faufilais entre les ombres qui bordaient les grandes étendues éclairées. Dans la jungle, j'avançais à pas de loup, puis me figeais tout à coup, le cœur battant la chamade, lorsque j'entendais, comme cela arriva souvent, le craquement des branches qui se brisent sous les pattes d'un animal sauvage. De temps à autre, des ombres gigantesques se dressaient quelques instants avant de disparaître, de grandes ombres silencieuses qui paraissaient rôder à pas feutrés. Souvent je me suis arrêté avec l'intention de faire demi-tour, et pourtant à chaque fois ma fierté surmontait la peur et me poussait en avant vers mon objectif. Enfin, ma montre indiquait 1 heure du matin, j'aperçus le miroitement de l'eau à travers une percée dans la jungle, et 10 minutes plus tard, j'étais parmi les roseaux sur les bords du lac central. Je mourais de soif. Aussi, je m'allongeai et bus son eau à grands traits. Elle était bonne et fraîche. À l'endroit où je me trouvais, il y avait un large passage martelé d'empreintes, ce qui montrait clairement qu'il s'agissait d'un endroit où les animaux venaient s'abreuver. Un peu à l'écart, il y avait un énorme bloc de lave au bord de l'eau. Je l'escaladai, puis je m'allongeai au sommet d'où j'avais une excellente vue sur les environs. La première chose que je vis me remplit d'étonnement. Quand j'avais décrit le panorama depuis le haut du grand arbre, j'avais dit que sur la falaise la plus lointaine, je voyais plusieurs points sombres qui ressemblaient à des entrées de cavernes. Mais alors, tandis que j'observais les mêmes falaises, j'aperçus des disques largement éclairés, des ronds de lumière rougeoyante, comme les hublots d'un navire dans la nuit. Pendant un instant, j'ai pensé que ces lueurs étaient dues à la lave d'un phénomène volcanique, mais c'était impossible. Une activité volcanique serait située dans un creux, pas en hauteur, sur une paroi rocheuse. Quelle alternative restait-il? C'était incroyable, et pourtant c'était sûrement la réponse. Ces rougeoiements étaient les reflets des feux qui brûlaient à l'intérieur des cavernes, des feux qui n'avaient pu être allumés que par la main de l'homme. Ainsi, il y avait des êtres humains sur le plateau.
comme mon expédition se voyait glorieusement couronnée. Ça, c'était vraiment des nouvelles extraordinaires que nous pourrions rapporter à Londres. Je restai allongé un long moment à contempler ces taches de lumière vacillantes. Je suppose qu'elles étaient à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où je me trouvais, mais même à cette distance, on pouvait voir que de temps à autre elles clignotaient ou étaient rognées par l'ombre d'une silhouette. Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir ramper jusque là-bas, observer en cachette, et revenir raconter à mes camarades l'apparence et les mœurs d'une race qui vivait dans un endroit aussi étrange. C'était hors de question pour l'instant, mais une chose était sûre, nous ne pourrions quitter le plateau sans connaître la question en détail. Le lac Gladys, mon lac personnel, s'étendait face à moi comme une flaque de mercure, et juste au milieu, le reflet de la lune brillait de tout son éclat. Il était peu profond, car à plusieurs endroits, des bancs de sable faisaient des renflements au-dessus de l'eau. Sa surface était animée de signes de vie, parfois de simples ronds ou des rides sur l'eau, parfois l'éclair argenté d'un grand poisson qui sautait en l'air, ou le dos voûté, couleur d'ardoise, d'un monstre qui glissait. À un moment, sur un banc de sable jaune, j'ai vu une énorme créature qui ressemblait à un cygne, avec un corps maladroit et un long cou flexible qui se traînait péniblement vers le bord. Peu de temps après, il plongea, et pendant un instant je pus voir le long cou recourbé et la tête pointée en avant qui ondulait sous la surface. Puis il s'enfonça sous l'eau et disparut pour de bon. Mon attention fut vite distraite de ce spectacle distant et ramenée à ce qui se passait juste sous mes pieds. Deux créatures semblables à des tatous étaient descendues jusqu'à l'abreuvoir. Accroupies au bord, elles lapaient l'eau de leurs langues flexibles qui allaient et venaient, tels de longs rubans rouges. Un gigantesque cerf à l'imposante ramure descendit avec sa biche et ses deux fans pour boire derrière les tatous. Aucun cerf de cette espèce n'existait ailleurs sur terre, car les daims et les élans que j'avais pu voir auraient à peine atteint ses épaules. Peu après, il brama un avertissement et s'enfuit avec sa famille parmi les roseaux, tandis que les tatous filaient se mettre à l'abri. Un nouvel arrivant, une bête plus monstrueuse, descendait la piste. Pendant quelques instants, je me demandais où j'avais pu voir cette forme disgracieuse, cette échine arrondie plantée de crêtes triangulaires sur toute sa longueur, cette étrange tête semblable à celle d'un oiseau, proche du sol. Et puis cela me revint. C'était le stégosaure, la même créature que Mapplewhite avait reproduit dans son carnet de croquis, le premier objet qui avait attiré l'attention de Challenger. Il était là, peut-être le même spécimen que l'artiste américain avait rencontré. Le sol tremblait sous son poids énorme, et le bruit qu'il faisait en buvant résonnait dans le silence de la nuit. Pendant 5 minutes, il fut si proche de mon rocher que j'aurais pu toucher de ma main les plaques hideuses sur son dos. Puis il s'éloigna pesamment et disparut derrière les rochers. Je regardai ma montre. Il était 2h30 du matin et plus que temps d'entamer mon voyage de retour. Il n'était pas difficile de savoir quelle direction prendre, car j'avais constamment suivi le petit ruisseau sur ma gauche, et il se jetait dans le lac central à un jet de pierre du gros rocher sur lequel je m'étais allongé. Je me mis donc en route avec entrain, car j'avais le sentiment d'avoir fait du bon travail, et je rapportais une provision de bonnes nouvelles à mes compagnons. Et la plus importante de toutes était bien sûr d'avoir vu les cavernes éclairées par les feux, et la certitude qu'une race troglodyte les habitait. De plus, je leur ferais partager mon expérience du lac central. Je pouvais témoigner qu'il était peuplé d'étranges créatures, et que j'avais vu plusieurs formes de vie terrestre primitive que nous n'avions pas encore rencontrées. Tout en marchant, je me dis que peu d'hommes au monde auraient pu passer une nuit plus étrange et en tirer profit pour apporter autant de connaissances à l'humanité. Je gravissais péniblement la pente, tournant et retournant ces pensées dans mon esprit, et j'avais atteint un point qui était peut-être à mi-chemin du campement, lorsque mon attention fut ramenée dans le temps présent par un bruit étrange derrière moi. C'était entre le ronflement et le grondement, grave, profond et extrêmement menaçant. De toute évidence, une étrange créature se trouvait près de moi, mais je ne voyais rien. Aussi j'accélérai l'allure. J'avais parcouru près d'1 kilomètre quand tout à coup le son se reproduisit, toujours dans mon dos, mais plus fort et plus menaçant qu'avant. Mon cœur s'arrêta lorsque je compris en un éclair que la bête, quelle qu'elle fût, était sûrement après moi. À cette pensée, j'eus la chair de poule et mes cheveux se hérissèrent. Que ces monstres se déchirent entre eux, c'était un aspect de l'incroyable lutte pour la survie, mais qu'ils s'en prennent à l'homme moderne, qu'ils puissent délibérément traquer et chasser l'humain prédominant, était une pensée à la fois stupéfiante et horrible. À nouveau, je me rappelai le museau barbouillé de sang que la torche de Lord John avait éclairé, telle une vision du plus profond cercle de l'enfer de Dante. Les genoux tremblants, je restai figé, les yeux exorbités, scrutant le chemin inondé de clarté lunaire derrière moi.
Tout était calme, comme dans un rêve. Tout ce que je voyais, c'était l'étendue argentée et les masses sombres des buissons, rien d'autre. Puis, dans le silence alourdi par l'imminence du danger, retentit encore ce croassement rauque, profond, plus fort et plus proche que jamais. Il n'y avait plus le moindre doute. Quelque chose me suivait et se rapprochait peu à peu. Paralysé, je fixais l'endroit par lequel j'étais passé. Et puis soudain je l'aperçus. Il y eut un mouvement dans les buissons à l'autre bout de la clairière que j'avais traversée. Une ombre noire, immense, surgit brutalement et bondit sous le clair de lune. Bondit était l'expression qui convenait, car la bête se déplaçait comme un kangourou, en sautant, dressée sur ses puissantes pattes arrière, avec les pattes avant repliées. Elle était d'une taille et d'une force immense, un éléphant debout. Mais ses mouvements, en dépit de sa masse, étaient incroyablement vifs. Pendant un instant, en voyant sa silhouette, j'eus l'espoir que ce soit l'inoffensif iguanodon, mais en dépit de mon ignorance, je réalisai bien vite que cette créature était très différente. Sa tête n'avait rien du gentil cervidé mangeur de feuilles avec ses pattes à 3 doigts. C'était une face de crapaud, large, écrasée, comme celle de la bête qui nous avait terrifiés dans le campement. Son cri féroce et la vitalité effrayante de sa course me persuadèrent que c'était sûrement un de ces grands dinosaures carnivores, les plus terribles animaux qui aient jamais foulé le sol de cette planète. L'énorme brute avançait par bonds, et tous les 20 mètres, elle retombait sur ses pattes avant, le nez au ras du sol, elle flairait ma piste. Parfois, l'espace d'une seconde, elle la perdait, puis elle la retrouvait à nouveau et continuait rapidement le long du chemin que j'avais pris. Aujourd'hui encore, lorsque je repense à ce cauchemar, la sueur perle à mon front. Que pouvais-je faire? Je tenais mon arme inutile dans la main, tout juste bonne pour le gibier à plumes. Quelle aide pouvais-je en attendre? En désespoir de cause, je cherchais un arbre ou un rocher, mais la jungle qui m'entourait se réduisait à des buissons, rien qui dépassât la taille d'un arbuste, et je savais que la créature qui me pourchassait aurait arraché un arbre ordinaire comme si ce n'était qu'un roseau. Mon seul salut était dans la fuite. Je ne pouvais aller vite sur le terrain inégal et accidenté, mais en jetant un regard désespéré autour de moi, j'aperçus un chemin bien visible, marqué de profondes empreintes. Durant notre exploration, nous avions remarqué plusieurs de ces trajets habituels des bêtes sauvages. En suivant celui-là, j'avais peut-être une chance, car j'étais rapide à la course et en très bonne condition physique. Jetant en loin mon fusil inutile, je courus le 800 mètres comme jamais de ma vie. J'avais mal partout. J'étais à bout de souffle, j'avais la gorge en feu par manque d'oxygène, mais malgré cela, avec cette horreur à mes trousses, je courus et courus encore. Finalement, je dus m'arrêter, incapable de faire un pas de plus. Pendant un moment, je crus l'avoir semé. Derrière moi, le chemin était silencieux. Et soudain, avec le bruit d'un géant qui écraserait, arracherait et piétinerait tout sur son passage et le soufflet de forge des poumons monstrueux, la bête me rattrapa. Elle était sur mes talons. J'étais perdu. Quel idiot j'avais été d'attendre si longtemps avant de prendre la fuite. Jusqu'à ce point, elle chassait à l'odeur et se déplaçait lentement. Mais lorsque je m'étais mis à courir, elle m'avait aperçu. Dès ce moment, elle avait chassé à vue sur ce chemin où j'étais on ne peut plus repérable. Et alors, franchissant le tournant, elle se mit à faire de grands bonds. La clarté lunaire se reflétait sur ses gros yeux protubérants, sur les rangées de crocs énormes dans sa gueule ouverte, et sur l'éventail de griffes de ses courtes mais puissantes pattes avant. Avec un hurlement de terreur, je bifurquai et me précipitai dans le chemin. Derrière moi, le souffle épais, haletant de la créature, résonnait de plus en plus fort. Ses pas faisaient trembler le sol sous mes pieds. À chaque instant, je m'attendais à sentir sa patte sur mon dos, et tout à coup, il y eut un fracas assourdissant. Je tombai dans le vide, et après ça, il n'y eut plus que l'obscurité et le silence. Lorsque j'émergeai de l'inconscience, qui n'avait pas duré, je pense, plus de quelques minutes, je fus assailli par une odeur pestilentielle, insoutenable. Je tendis la main dans le noir et sentis quelque chose, comme un énorme morceau de viande, tandis que mon autre main se refermait sur un os énorme. Au-dessus de ma tête, un rond de ciel étoilé révélait que j'étais tombé dans un trou profond. Je me relevai lentement, palpai mes membres pour voir si je n'avais rien de cassé. J'étais raide et contusionné des pieds à la tête, mais je pouvais bouger et plier les articulations. Alors que les circonstances de ma chute me revinrent vaguement à l'esprit, je jetai un regard terrifié au-dessus de moi, m'attendant à voir l'horrible tête se découper contre le ciel pâlissant. Il n'y avait aucun signe du monstre, cependant, ni aucun bruit qui provenait d'en haut. Lentement, à tâtons, j'entrepris de faire le tour de ce lieu étrange dans lequel la Providence m'avait précipité. Comme je l'ai dit, c'était une fosse aux parois abruptes, pourvue d'un fond plat d'environ 7 mètres de large. Ce fond était tapissé de grands lambeaux de chair,
la plupart dans un état avancé de décomposition. L'air était vicié, irrespirable. Après avoir buté et trébuché sur ces morceaux de charogne, j'entrai tout à coup en contact avec quelque chose de dur, et je découvris qu'un poteau était fermement planté au centre du trou. Il était si haut que je ne pouvais pas en toucher le sommet avec ma main, et l'on aurait dit qu'il avait été enduit de graisse. Soudain, je me rappelai que j'avais sur moi une boîte en fer blanc remplie d'allumettes. Craquant l'une d'elles, je fus capable de me faire une idée de l'endroit dans lequel j'étais tombé. Il n'y avait plus le moindre doute. C'était un piège, construit par la main de l'homme. Le poteau central, de 3 mètres de haut, était pointu à son extrémité supérieure et noir du sang séché ayant appartenu aux créatures qui étaient venues s'y empaler. Les restes éparpillés alentour étaient les morceaux des victimes qu'on avait découpées pour libérer le pieu et laisser la place à la suivante qui viendrait commettre la même erreur. Je me souvenais que Challenger avait dit qu'il ne pouvait y avoir d'hommes sur le plateau, car leurs faibles armes ne seraient pas de taille à lutter contre les monstres en liberté. Mais à ce moment, il était clair qu'ils avaient surmonté la difficulté. Dans leur caverne à l'entrée étroite, les indigènes, quels qu'ils fussent, bénéficiaient d'un refuge où les énormes sauriens ne pouvaient pénétrer. Et ils tendaient des pièges comme celui-ci sur les chemins de passage des animaux, les recouvraient de branchages et réussissaient à les tuer malgré leur force et leur rapidité. L'homme était toujours le maître. La paroi inclinée de la fosse n'était pas difficile à escalader pour un homme vigoureux, mais j'hésitai longtemps avant d'oser me mettre à la portée de l'horrible créature qui avait failli m'anéantir. Comment savoir si elle n'était pas tapie derrière l'amas de buissons le plus proche, attendant que je réapparaisse? Malgré tout, je repris courage, car je me souvenais d'une conversation entre Challenger et Summerlee sur les habitudes des grands sauriens. Tous deux s'accordaient à dire que les monstres étaient pratiquement dépourvus de cervelle, qu'il n'y avait aucune place pour le raisonnement dans leurs minuscules cavités crâniennes, et que s'ils avaient disparu partout ailleurs sur Terre, c'était sûrement à cause de leur stupidité et leur incapacité à s'adapter aux changements de conditions. Or, si je restais à attendre, cela revenait à dire que la créature avait réfléchi à ce qui m'était arrivé, ce qui impliquait alors un sens de la relation de cause à effet. Il était plus probable, assurément, qu'une créature dépourvue d'intelligence, seulement guidée par quelque instinct prédateur, eût abandonné la chasse lorsque j'avais disparu et, après un bref arrêt dû à la surprise, se fût éloignée pour chercher une autre proie. Je grimpai sur le rebord de la fosse et j'observai les environs. Les étoiles s'éteignaient, le ciel blanchissait, et le vent froid du matin soufflait agréablement sur mon visage. Je ne voyais ni n'entendais mon ennemi. Lentement je sortis du trou et m'assis sur le sol un moment, prêt à regagner mon refuge d'un bond si un danger se présentait. Enfin, rassuré par le calme absolu et le jour qui se levait, je rassemblai mon courage, et sans faire de bruit, je rebroussai chemin. À quelque distance de là, je trouvai mon fusil, et peu de temps après, j'aperçus le ruisseau qui m'avait servi de guide. Puis, jetant fréquemment des regards inquiets derrière moi, je pris la route du campement. Et soudain, quelque chose me fit repenser à mes compagnons absents. Dans le matin calme et limpide, retentit la détonation sèche d'un coup de carabine. Je m'arrêtai pour écouter, mais il n'y en eut pas d'autre. Pendant un instant, j'eus un choc à l'idée qu'il courait un grave danger. Puis une explication plus simple me vint à l'esprit. Maintenant il faisait jour. Mon absence avait certainement été remarquée. Ils s'étaient imaginé que j'étais perdu dans les bois, et ils avaient tiré un coup de fusil pour me guider vers le campement. Il est vrai que nous avions pris la ferme résolution de ne pas tirer, mais s'il leur semblait que j'étais en danger, ils n'hésiteraient pas. Je devais me dépêcher afin de les rassurer. J'étais à bout de force, et ma progression ne fut pas aussi rapide que je l'aurais souhaité, mais j'arrivai finalement en vue des paysages familiers. Il y avait le marais des ptérodactyles sur ma gauche, et là-bas, en face de moi, se trouvait la prairie des iguanodons. Ensuite, je traversai le dernier rideau d'arbres qui me séparait de Fort Challenger. Je lançai un appel joyeux pour dissiper leurs craintes. Aucun cri de bienvenue ne me parvint. Ce silence inquiétant me porta un coup au cœur. La palissade se dressait devant moi, telle que je l'avais laissée, mais la porte était ouverte. Je me ruai à l'intérieur de l'enclos. Dans la froide lumière du matin, mes yeux se portèrent sur un spectacle effrayant. Nos affaires étaient éparpillées en désordre sur le sol, mes camarades avaient disparu, et près des cendres mourantes de notre feu, l'herbe baignait dans une abominable mare de sang écarlate. Cette horreur soudaine me causa un tel choc que pendant un moment j'ai dû perdre la raison. Je me rappelle vaguement, comme on se souvient d'un mauvais rêve, m'être précipité dans les bois qui cernaient le campement désert, hurlant le nom de mes compagnons. Aucun écho ne me parvint depuis les ombres silencieuses. À la pensée atroce que peut-être je ne les reverrais jamais,
que peut-être j'allais me retrouver seul, abandonné dans cet endroit épouvantable, sans aucun moyen de regagner le monde tout en bas, que peut-être j'allais vivre et mourir dans ce pays de cauchemars. La détresse me submergea. J'aurais pu m'arracher les cheveux et me marteler le visage de désespoir. Aujourd'hui seulement, je réalise à quel point j'avais l'habitude de me reposer sur mes compagnons, sur l'assurance tranquille de Challenger et sur le sang-froid remarquable et plein d'humour de Lord John Roxton. Sans eux, je n'étais qu'un enfant perdu dans le noir, impuissant et désarmé. Je ne savais ni où aller, ni quoi faire. Après un temps plus ou moins long durant lequel je restai prostré, je pris la décision d'essayer de savoir quelle catastrophe soudaine s'était abattue sur mes compagnons. Le désordre visible qui régnait dans le campement montrait qu'il avait subi une attaque, et le coup de fusil signalait sans aucun doute le moment de l'événement. Qu'un seul coup ait été tiré prouvait que tout avait été fini en un instant. Les fusils traînaient encore par terre, et dans le chargeur de l'un d'eux, celui de Lord John, une cartouche était vide. Près du feu, les couvertures de Challenger et Summerlee suggéraient qu'ils avaient été surpris pendant leur sommeil. Les caisses de munitions et de nourriture jonchaient le sol dans un désordre indescriptible, avec nos malheureux appareils de photographie et leurs plaques sensibles, mais il ne manquait rien. D'un autre côté, toutes les provisions qui n'étaient pas protégées par un emballage hermétique, et je me rappelle qu'il y en avait une grosse quantité, avaient disparu. C'étaient donc des animaux, et non des indigènes, qui avaient fait une incursion, car ces derniers n'auraient certainement rien laissé. Mais si c'étaient des animaux, ou même un seul animal gigantesque, alors qu'étaient devenus mes camarades? Une bête féroce les aurait sûrement massacrés et n'aurait abandonné que leurs restes. Il est vrai qu'il y avait cette horrible flaque de sang qui témoignait de la violence du drame. Un monstre comme celui qui m'avait pourchassé durant la nuit aurait emporté une victime aussi aisément qu'un chat l'aurait fait avec une souris. Dans ce cas, les autres se seraient lancés à sa poursuite. Mais alors, ils auraient sûrement pris leurs fusils avec eux. Plus j'essayais d'y penser, dans l'état d'épuisement et de confusion qui était le mien, et moins j'arrivais à trouver d'explication rationnelle. Je tournais en rond dans la forêt, mais ne vis aucune trace qui me permît d'arriver à une conclusion. À un moment donné, je perdis mon chemin, et ce fut seulement par chance et après 1 heure d'errance que je retrouvai le campement. Tout à coup, j'eus une idée qui me mit un peu de baume au cœur. Je n'étais pas totalement seul au monde. Tout en bas de la falaise, à portée de voix, le fidèle Zambo m'attendait. J'allai jusqu'au bord du plateau et regardai alentour. Bien sûr, il était assis en tailleur, au milieu de ses couvertures, juste à côté du feu de son petit campement. Mais à mon grand étonnement, un second homme était assis face à lui. Pendant un instant, je fus pris d'enthousiasme à l'idée qu'un de mes camarades ait réussi à descendre pour se mettre à l'abri. Mais un second coup d'œil détruisit cet espoir. Le soleil levant peignait le visage de l'homme en rouge. C'était un Indien. Je criai de toutes mes forces et agitai un mouchoir. Aussitôt Zambo regarda en haut et me fit signe de la main, puis il se leva pour aller gravir le promontoire rocheux. Peu de temps après, il fut près de moi, et il écouta mon histoire qui le plongea dans le plus profond désarroi. « Le démon les a eus, messieurs Malone, dit-il. Vous êtes au pays du diable, messieurs, et il vous emporte chez lui. Suivez conseil, messieurs Malone, et descendez vite, ou il vous pend aussi. Comment je peux descendre, Zambo? Vous prenez liane dans les arbres, messieurs Malone. Vous les lancez ici. Moi attaché à ce bout d'arbre, et vous avez un pont. Nous y avons pensé. Il n'y a pas de lianes ici qui peuvent supporter notre poids. Envoyez chercher Code, messieurs Malone. Envoyez qui? Où ça? Envoyez Indiens au village, messieurs. Beaucoup de codes faits avec la peau des animaux dans le village indien. Indien en bas. Envoyez-lui. Qui est-ce? Un Indien à nous. Autres Indiens ont battu lui, et puis ça paye. Il revient avec nous. Il veut bien prendre lettre, chercher code, tout. Emporter une lettre? Pourquoi pas? Peut-être pourrait-il aller chercher de l'aide, mais dans tous les cas, il permettrait que nos vies ne soient pas gaspillées en vain, et que toutes les informations que nous avions collectées pour la science puissent parvenir à nos amis d'Angleterre. J'avais déjà terminé 2 lettres, elles étaient prêtes à partir. Je passerai la journée à en écrire une 3e, ce qui mettrait mes aventures à jour. L'Indien pourrait les transmettre. Par conséquent, je demandai à Zambo de revenir le soir, et je passai ma journée, misérable et solitaire, à consigner mes aventures de la nuit passée. Aussi je rédigeai une note, à remettre à n'importe quel marchand blanc ou capitaine de bateau à vapeur que l'Indien pourrait trouver, les implorant de nous faire parvenir des cordes, car nos vies en dépendaient.
Je lançai ces documents à Zambo dans la soirée, et aussi mon portefeuille qui contenait 3 pièces de 20 shillings. Elles devaient être remises à l'Indien, et je lui en promettais 2 fois plus s'il revenait avec des cordes. Maintenant vous comprenez, mon cher Mr. McArdle, comment cette communication vous est parvenue, et vous connaissez aussi la vérité, pour le cas où vous n'entendriez plus jamais parler de votre infortuné correspondant. Ce soir, je suis trop las et trop déprimé pour faire des plans. Demain, bien que je doive partir à la recherche de mes pauvres camarades, il me faudra trouver un moyen pour garder le contact avec ce campement.